Merci à toutes et tous et à celles et ceux d'entre vous qui sont encore là pour cette suite et fin de journée des 60 ans du GREA. Donc pour la dernière présentation de cette journée, j'ai le plaisir de céder la parole à Jean-Félix Savary, Franck Zobel et Michael Herzig qui publient un livre, La Suisse et les drogues, scènes, politiques et interventions entre 1965 et 2024. Livre qui était disponible dans le hall d'entrée à l'achat et j'ai vu que bon nombre de personnes l'avaient d'ores et déjà acheté, donc c'est très chouette. Je vous cède tout de suite la parole pour la présentation et le lancement de ce livre qui nous permettra de revenir sur l'histoire de la Suisse et des drogues. Merci Camille, merci d'être là encore. On avait un peu peur d'être seul pour cette partie-là de la journée. Donc on a le plaisir de lancer un livre aujourd'hui. Alors je ne sais pas si vous avez déjà écrit un livre, mais écrire un livre, c'est 10% de plaisir quand vous l'écrivez. Ensuite, c'est 89% de souffrance quand vous le mettez en page, vous le préparez, et puis surtout si vous le traduisez en plus. Et puis c'est 1% de plaisir au moment où vous pouvez le sortir, ce qu'on fait aujourd'hui. Et puis ça tombe bien, merci beaucoup au GREA de nous accueillir pour ce lancement de livre, mais ça tombe bien aussi, puisqu'un des auteurs, c'est l'ancien secrétaire général du GREA, et puis qu'en plus le livre porte sur le sujet un peu de cette journée. Alors, ce qu'on va faire, on ne va pas prendre beaucoup de temps, on va faire 3 petites parties qu'on s'est réparties entre moi, entre Michael Herzig, qui nous fait le plaisir de venir depuis Zurich aujourd'hui, et puis Jean-Félix. Je vais faire une petite intro sur le pourquoi ce livre, ou un peu le contextualiser. Ensuite, Michael va parler du livre lui-même et ses auteurs, et puis Jean-Félix va faire une petite outro où il lira le livre avec aussi un peu le travail qui est fait au GREA. Alors, comme vous le savez tous, on a la chance d'avoir une politique drogue qui est très appréciée au niveau international. Là, j'ai juste pris quelques minutes hier et j'ai ramassé des trucs qu'on trouve sur Internet. C'est qu'en fait, quand on parle de la politique drogue suisse, c'est en fait presque toujours positif. On aurait une sorte de grande qualité autour de notre politique drogue, ce qui est très agréable d'ailleurs, parce que ça fait que quand on va au niveau international, peut-être d'ailleurs c'était ce qui s'est passé un peu hier, on arrive tout de suite avec une sorte d'auréole qu'on viendrait d'un pays qui a su faire des choses que la plupart des autres pays n'ont pas su faire. Et ça, c'est très agréable. J'imagine que ça doit être très agréable aussi pour les jeunes qui, aujourd'hui, en Suisse, travaillent dans des centres à bas seuil ou font de la recherche ou comme ça. C'est qu'ils ont automatiquement 15 points de bonus, si vous voulez, en raison de la politique drogue de ce pays. On a aussi notre propre historiographie de cette politique drogue, avec des livres qui sont, pour certains, vraiment brillantissimes, qui ont été écrits sur cette politique drogue. Dans lesquels, bien sûr, nous 3 avons aussi participé, puisqu'il y a plusieurs de ces documents qu'on a écrits nous-mêmes, et qui essayent aussi de retracer un peu cette politique drogue, d'en montrer les qualités, avec parfois quand même une approche un peu plus critique, l'approche un peu plus critique des gens qui sont directement impliqués ou qui sont plus proches de la politique suisse. Mais en général, le narratif qu'on trouve tant dans les documents étrangers que dans les documents qui ont été écrits en Suisse, c'est un peu toujours le même. C'est un narratif qui dit « nous avons une grosse crise », et cette grosse crise, quand je vous le dis, vous avez presque les images qui apparaissent, les images du Plattspitz, du Letton, la courbe des décès liés à la drogue qui monte à la fin des années 80. Il y a eu donc cette grosse crise avec le VIH qui est arrivé dessus, puis il y a eu une recherche de solutions. Et puis ensuite, il y a une sorte de miracle où tout d'un coup, société, professionnels, politiques, sciences se sont rencontrés pour inventer quelque chose qui est une nouvelle politique, qui elle aussi a un nom, qui s'appelle politique des 4 piliers ou qui s'appelle politique de drogue orientée sur la santé. Alors, cette histoire, elle n'est pas fausse, mais elle est incomplète. Elle est incomplète parce qu'elle oublie un peu tout ce qui s'est passé avant. Elle oublie qu'avant, il y a eu une période où il n'y avait pas de problème de drogue, il y a eu une période où on a parlé de problème de drogue alors qu'il n'y en avait pas vraiment non plus, mais qu'on en a inventé un.
Il y a eu une période où ces problèmes ont commencé à apparaître, il y a eu des tentatives de trouver des solutions, notamment en 1975, dans un débat où entre 1972 et 1975, quand on a réformé la loi sur les stupéfiants en Suisse, qu'on n'a pas trouvé la solution et qu'on s'est enfoncé dans une grosse crise qui nous a ensuite permis de faire autre chose. Donc il y a cette première partie de l'histoire qui est aussi importante parce qu'elle nous fait aussi comprendre ce qu'on a fait faux dans ce pays. Et puis il y a une autre partie qui est après cette invention de cette nouvelle politique, qui est son institutionnalisation, qui est l'arrêt des réformes, où tout d'un coup les changements en matière de politique drogue, c'était plus chez nous, c'était chez les autres que ça se passait, que ce soit la décriminalisation des drogues au Portugal, la légalisation du cannabis en Amérique du Nord, ou d'autres choses aussi, ou d'autres éléments aussi, où chez nous on s'est arrêté, et puis aujourd'hui on se retrouve un peu démunis face à des nouvelles situations, alors qu'on pensait avoir trouvé la réponse à toute situation. Et ça pose un certain nombre de questions. C'est comment la crise a-t-elle été rendue possible, la grosse crise? Qu'est-ce qui a empêché de trouver une solution avant? Pourquoi le développement de la nouvelle politique s'est arrêté après cette crise? Et comment est-il aujourd'hui pour relancer un processus de changement? Alors évidemment, on n'a pas toutes les réponses à ces questions-là. Et puis, avoir ces réponses à ces questions-là, ça demande du temps, ça demande la possibilité de pouvoir réfléchir. Alors des fois, il y a des gens dans des universités ou par exemple des thésards qui peuvent prendre le temps de réfléchir à ça, mais la plupart d'entre nous, on n'a jamais le temps de réfléchir à ces choses-là, de prendre ce fameux pas de recul pour essayer d'y réfléchir. Et nous, on a eu la chance de pouvoir faire ça parce qu'un beau jour, c'était dans la période avant le Covid ou juste avant le Covid, vous savez qu'il y a deux périodes, il y a avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, avant le Covid et après le Covid. C'était juste avant le Covid, je reçois un appel de Michael Herzig, qui me dit « On a reçu un mandat pour écrire un livre sur les drogues en Suisse. On a envie d'avoir une perspective un peu critique sur ce qui s'est passé dans ce pays. On est deux historiens et moi. Et puis, on voudrait que tu nous rejoignes, que tu viennes avec nous pour apporter à la fois une perspective romande et puis aussi pour parler de la dernière période, celle que toi tu connais le mieux, qui est la période du XXIe siècle. » Et puis alors déjà, c'est assez étonnant et assez formidable que des Zurichois qui ont été toujours un peu au centre de la politique drogue viennent vers nous et nous disent « Mais oui, mais vous aussi, vous êtes une partie de cette politique drogue-là et c'est important qu'on parle de ce qui se passe. » Et puis donc, il y avait cette possibilité-là. Et n'écoutant que mon courage, j'ai dit oui, bien sûr. Et j'ai immédiatement appelé Jean-Félix en disant « Aide-moi !» Ce qu'il a accepté de faire. Et on a passé, je pense, des moments assez privilégiés à pouvoir prendre ce fameux pas de recul pour essayer de réfléchir à la politique drogue suisse et puis aussi à lire ce que nos collègues suisses allemands, qui ont pris plutôt la période avant la crise, les observations qu'ils ont faites, notamment sur les villes où se sont passées beaucoup de choses. Donc voilà, c'est devenu ce livre, des Schweiz auf Drogen, qui a été publié en 2022 et dont on publie aujourd'hui la version française, qui est une traduction augmentée, puisque on a poussé jusqu'à des événements récents comme la légalisation du cannabis en Allemagne. Donc voilà, moi je m'arrête là et puis je passe ensuite la parole à Michael pour vous présenter le livre. Alors, tu peux laisser encore? Alors, je suis désolé, comme Jakob Huber a dit, les alémaniques étaient encore une fois plus vite. Mais le problème, c'est on voulait publier les deux versions ensemble, en fait. Mais le problème, c'était le financement. C'était beaucoup plus facile de trouver des fonds financiers en Suisse alémanique. Et comme Jakob Huber a prouvé, du chocolat, c'est vite transporté de Berne à Morges. Mais de transférer de l'argent alémanique en Romandie, ça ne va pas. Hein? Alors, on voulait publier ensemble, mais ça, on n'est pas arrivé. Donc, ça c'est la structure. C'est une structure chronologique, historique. On commence aux années 60 parce que là, le discours en Suisse sur la toxicomanie, sur l'addiction, commence à se concentrer sur les drogues illégales. Avant, c'était l'alcool. On a un prologue sur l'alcool, mais on commence avec les drogues aux années 60. Et puis,
Dans cette structure, on a toujours l'histoire des milieux, des gens qui consommaient les drogues, l'histoire de la politique, des discours politiques, des médias, et puis aussi les discours professionnels. Alors on montre comment les professionnels se sont débattés sur ce nouveau phénomène. Premièrement, c'était aux années 60, c'était des psychiatres, tous des hommes. Et puis aux années 70, ça a commencé aussi d'être un thème pour la pédagogie, pour les travailleurs sociaux et tout ça. Alors c'est toujours, dans cette structure, c'est toujours, on regarde les gens, on regarde les discours politiques et professionnels. C'est comme ça. Et puis on a eu des parrains, c'est Peter Grob qui était épidémiologue aux années 80 à Zurich. Il était vraiment engagé dans la prévention du sida, et puis le conseiller d'État, l'ancien conseiller d'État Félix Gutzwiller, il était bien pour le financement, je dois dire. Bon, il est bon aussi, mais il a joué un rôle important pour le financement. Donc les auteurs, il y a deux historiens sérieux, c'est Peter Paul Benziger de l'Université de Bâle, Christian Kohler qui est directeur des archives sociales de Zurich, puis un sociologue sérieux, là-bas, Frank Sobel, puis un ancien activiste sérieux, Jean-Félix, qui était encore activiste sérieux quand on a écrit ce livre, mais maintenant il est activiste sérieux en peau de directeur d'école, peut-être. Et moi, je ne suis pas sérieux. Alors, ce qu'on voulait faire, on voulait surtout pas oublier les gens qui ont pris les drogues, hein, les milieux des gens. On voulait avoir un peu d'empathie, ça se dit en français, empathie pour les gens. Et puis, on voulait aussi montrer les luttes sociales, les discours sur la drogue, et puis aussi les expériences qui ont été faites, hein, des expériences positives, mais aussi des expériences difficiles. Par exemple, j'ai écrit quelque chose sur le sevrage à froid, hein, une chose absolument terrible, mais qui a été fait comme traitement sérieux, entre guillemets, jusqu'aux années 90. Hein. Jusqu'aux années 90, on a fait le sevrage froid en Suisse. Alors, on essaye de porter de la lumière sur des choses comme ça. Hein. Et puis, parce que j'ai dit, on voulait surtout aussi se concentrer sur les gens. Alors ici, vous voyez, est-ce que vous connaissez cette femme? Chrysalidis Réal. Hein? C'est une activiste qui a été l'initiante du mouvement des prostituées, des travailleuses de sexe en Suisse, notamment de l'association Aspasia Zurich. Mais aux années 60, en 63, elle a été condamnée à prison en Allemagne pour le trafic de marijuana. Alors on a pris des personnages historiques qu'on connaît, et on décrit aussi un peu leur histoire, mais après on a fait beaucoup des entretiens. Alors des entretiens avec des gens qui consommaient la drogue et qui se sont rendus en Afghanistan aux années 70, avec des travailleurs de rue de la première heure. Puis moi j'ai fait un entretien avec une femme médecin qui était sur le Platzspitz. Elle a pratiqué des respirations artificielles 10 par heure, des trucs comme ça. Hein. Elle a vraiment sauvé les vies, comme jamais dans sa vie. C'est ce qu'elle a dit. Et puis un policier aussi sur le Platzspitz qui m'a dit oh, j'avais tellement beaucoup de travail, l'héroïne
de moins d'1 kilo, ça ne m'intéresserait pas. On a commencé à travailler d'1 kilo et plus. Avant, on n'a plus travaillé. Ça, c'était sur le Plattspitz. Et puis, ce qui nous intéressait aussi, c'est les débats, les batailles des idées et des idéologies. Ici, une pièce du canton de Vaud. C'était une affiche de la fondation du Levant aux années 90. Et ils ont lutté contre l'introduction des réductions des risques. Alors contre surtout les salles de consommation, mais aussi contre l'héroïne, donc c'est la prescription d'héroïne. Et je trouve typique parce qu'ils disent piquer, aider, alors il ne faut pas aider à piquer, mais il faut aider. Mais c'est eux qui définissent quel genre d'aide les gens qui utilisent les drogues doivent vouloir. Ce n'est pas les gens qui consomment qui définissent quelle aide ils veulent. Alors c'était les années 90, hein, c'est pas 50 ans. C'était ces discours et ces batailles qu'on essaye un peu de montrer. Une autre jolie histoire, c'est la méthadone. Il y avait une bataille des villes en Suisse sur la méthadone. Bâle était totalement contre. Aux années 90, ils ont même interdit la distribution de méthadone dans une certaine phase. Zurich, ils étaient paternalistes aux années 70 et puis aux années 80 avec le Plattspitz. Ils se sont transformés dans une politique plutôt libérale. Et Genève, c'était le contraire. Ils ont commencé libéralement et puis ils devenaient paternalistes. Calvinistes, peut-être. Alors, c'est ça qu'on veut montrer. Et puis, ici encore, une critique que j'aime vraiment bien parce que ce qu'on voulait montrer, en fait, c'est que l'histoire des drogues, c'est l'histoire sociale de la Suisse. Parce que la drogue, quand on veut montrer comment la société fonctionne, on peut montrer comment la société traite les gens marginalisés. Alors, si on veut écrire une histoire sociale, on peut écrire l'histoire des drogues. Et ça, c'était en fait notre idée. Et maintenant, c'est pour les remerciements. Monsieur le directeur. Oui, alors bon, c'est tard, donc vous pouvez tous les lire, mais effectivement, il faut beaucoup de boulot, beaucoup de gens pour faire un bouquin, et puis c'est tout à fait impressionnant, et on est très très reconnaissant à toute cette équipe, et puis surtout à nos amis alémaniques qui ont initié cette histoire, et c'est important aujourd'hui de rendre hommage, honneur à toutes ces personnes qui ont aidé à qui nous ont permis de faire cette aventure tout à fait intéressante. On ne va pas prendre trop de temps parce que en fait c'est bientôt le week-end et puis vous avez entendu beaucoup de choses, mais c'est quand même l'occasion de peut-être refaire une petite boucle par rapport à 2-3 choses qui ont été dites par rapport à notamment le petit échange sur la recherche tout à l'heure. Effectivement, on est rentré ces 15-20 dernières années dans une politique plus institutionnalisée, où on fait des études, où on a des dispositifs, où on a des indicateurs, et puis on a l'impression qu'on maîtrise ce qu'on fait. Et je crois que ce livre, c'est ça qu'il a le plus beau, c'est qu'en fait, il montre à quelle épaisseur est la politique drogue. C'est pas une politique, c'est pas comme la politique ferroviaire, il y a juste les rails des trains, puis il y a les trains, il y a certaines politiques qu'on sait, mais en fait, la politique drogue, c'est tout. Et tout s'imbrique, la culture, la mondialisation, tout vient, politique de la ville, tout vient se mêler pour faire cette histoire politique suisse qui a ces différents virages qu'on a essayé d'esquisser. Et donc, c'est un petit peu ça que moi j'en retire. J'ai toujours travaillé dans cet esprit-là, plutôt dans un esprit politique plus qu'un esprit
technique. En fait, en partant du Gréa, je vois que c'est vrai, en fait. Parce que c'est ce que l'histoire nous dit. Embarquer tout le monde. Il y a une slide qui est très importante qu'a montré Michael, je crois. C'est celle-là. Excusez-moi, ça ne se fait pas de revenir en arrière, mais c'est celle-là. Tous les gens, en fait. Et encore plein d'autres. Et en fait, c'est tous ces gens-là qui contribuent à la politique drogue. Et notre rôle, ce n'est pas d'être des experts sur les drogues ou sur les politiques drogues ou de savoir quel modèle de régulation. Bien sûr, il faut qu'on ait une idée, mais c'est d'écouter tous ces gens, parce que la société, en fait, elle est plus intelligente que tous les experts réunis, et il faut bien pouvoir se mettre au diapason de toutes ces préoccupations, de tous ces intérêts. Alors aujourd'hui, ben voilà, c'est Marcella et Mariana qui sont là. C'est juste pour elles ont une petite boutique dans le quartier des Grottes, donc elles aussi. Et moi, c'est toujours ce que je disais par rapport à cette aura qu'on a, la Suisse, que Franck a rappelé. Pragmatique de quoi? La Suisse serait plus pragmatique que les autres? Non, nous, on a la démocratie directe. Et ça, c'est très bien montré dans les livres qui ont été présentés tout à l'heure. C'est que l'histoire de la politique drogue, c'est l'histoire des votations populaires. C'est l'histoire des référendums perdus. Il y a une liste dans le bouquin de Kubler de toutes les votations, les référendums perdus en Suisse. C'est juste hallucinant. Il y a beaucoup plus de perdus que de gagnés. Et donc, on a dû apprendre à faire ces coalitions, on a dû apprendre à écouter tous ces gens, on a dû apprendre à développer un discours commun, on a dû apprendre à se comprendre, à voir où étaient nos points de convergence. Et il faut aller chercher tout le monde, il faut aller dans les arrière-salles des églises, il faut discuter avec les grands-mamans, il faut sonner avec les portes, il faut aller sur les marchés, il faut aller dans les partis politiques, il faut aller dans les campagnes, il faut aller dans les villes, il faut aller partout, voilà, on a du travail. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Et je crois que ce livre montre aussi qu'il est vain de penser qu'on va piloter le devenir de la politique drogue. La politique est trop complexe. Alors évidemment, on va y contribuer. Et moi, je suis très heureux aussi d'être là au Gréa avec vous pour vous remercier de contribuer à ça, parce que je pense que le Gréa a effectivement un rôle important à jouer. Parce que, on l'a dit quelquefois aujourd'hui, on est quand même dans une situation assez exceptionnelle. Alors bien sûr, il y a des crises, il y a des problèmes, tout va mal. Je suis d'accord avec vous. Mais on l'a dit ce matin, l'ONU, c'est plus un problème. L'ONU, ils sont pour décriminaliser les drogues. Je crois qu'on l'a redit aussi, le Parlement propose une politique de régulation du cannabis. En plus, avec des principes de régulation qui ne sont pas juste un marché commercial comme un autre. C'est quand même pas rien. Parlement, voilà. On est en train de réguler une substance qui fait la majorité du marché des drogues illégales. On discute de projets complètement novateurs. Alors ça peut-être pas encore, mais on discute de réguler la cocaïne, on discute de plein de choses. Aujourd'hui, en Suisse, il y a des moyens qui sont mis par les cantons, par les villes, surtout les villes, en fait, si je pense à Genève ou Lausanne. Donc, on a vraiment des choses à faire. Les portes sont ouvertes. Donc, qui sont les ingénieurs du changement? Qui sont ces personnes qui vont pouvoir connecter tout ce monde-là? En fait, il en faut. Au Gréa, là j'ai mis, parce que sinon évidemment tout le monde s'engueule. Si on n'arrive pas à faire ces coalitions, on s'engueule, et quand on s'engueule, on a toujours une victime, et on sait très bien, il y aura toujours quelqu'un qui est responsable, et on sait très bien qui sera responsable. Et donc en fait, il faut pouvoir valoriser ce rôle de policy broker. Broker, c'est comme sur les marchés à Wall Street, en fait. Il y a déjà, ils achètent, ils vendent. Et en fait, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit là au milieu, enfin des gens là au milieu, pour pouvoir faire ce travail de coalition pour que ça circule. Au Gréa, j'espère qu'il est toujours là, on avait une mascotte qui est Super Mario. Je ne sais pas si vous connaissez Super Mario, c'est un plombier. C'est ça qu'il faut faire. La démocratie, ça marche avec des plombiers. Il faut plein de tuyaux partout, et même les petits trous, il faut aller chercher une petite dérivation et tout ça. Il faut mettre les gens en contact et que ça bouge. Peut-être qu'on ne sait pas trop, parce qu'effectivement, on n'est pas assez intelligent pour comprendre l'entier de la société. Mais quand ces tuyaux existent, en fait, ça se fait. Et combien de séances, moi j'ai vu où les gens pleurent au début, ils s'engueulent, puis en fait à la fin, avec les larmes un peu sèches comme ça, ils sont tous en train de hocher la tête dans la même direction. Et ça c'est magnifique, et ça c'est la société, c'est la démocratie. Et j'espère que ce livre aussi, il nous montre ça, il nous montre qu'on est tous égaux face à cette problématique, tous les gens, et qu'on doit inclure tout le monde pour aller de l'avant. C'est le message de Happy End. Et puis, bien, bonne chance le Gréa, vu que... Mais bon, on va quand même bosser ensemble. Et puis voilà, si vous avez des questions, avec plaisir. Merci. Excusez-moi. En fait, il a dit que j'étais sérieux, c'est pas vrai. Je voulais juste rectifier un truc, parce que c'est les 60 ans du Gréa. On a dit ce matin que les Alémaniques étaient tout le temps en avance. Je crois que tu as dit un truc comme ça. Dans le livre, vous allez... Voilà, exactement. Tu veux le dire, toi? Non, non.
C'est lui qui l'a trouvé, non. Dans les années 60, vous allez apprendre ça dans le livre, il y a un gars, psychiatre, il parle allemand quand même, hein, mais il est roman, parce qu'il habite en Suisse romande. Ah, c'est un roman. En fait, il commence à parler de trucs, mais les Alémaniques, qui voient ce gars, mais c'est quoi ce gars, quoi, avec ses idées? C'est bizarre quand même. Et c'est quoi ces idées? Au début des années 60, hein, c'est la réduction des risques sociaux. C'est-à-dire, en fait, c'est ce qu'on a discuté là, maintenant. Et ce gars, il s'appelle, vous avez compris, il s'appelle Solms. C'est le premier président du GREA. Et je trouve que c'est une bonne manière de lui rendre hommage aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup à vous trois et puis à Jean-Félix pour ces mots positifs et militants. Donc effectivement, si on a une ou deux questions, on peut les prendre. Ça semble pas être le cas. Une chanson. Très bien. Bah, du coup, ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc, pour terminer cette journée, on vous propose, pour conclure, la projection d'une vidéo. Ah, pardon. Je t'ai pas vu, Viviane. Désolée. Je trouve que vos images, Jean-Félix, mon cher Jean-Félix, ça manque de femmes un peu quand même. C'est assez mâle dominant, mâle blanc dominant. Mais oui, donc et puis ça ne va pas. Ça ne va pas. Et merci. ça montre bien que l'intelligence artificielle, c'est de la merde, parce que c'est ChatGPT, voilà. Et que ça reproduit tous les biais, donc en fait, il ne faut pas faire ce que j'ai fait. Tout à fait d'accord. Très bien, donc comme je disais, on vous propose pour terminer la projection d'une vidéo qui a été réalisée par l'association FMR. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, FMR, c'est une association d'usagères et d'usagers de Lausanne qui à la base avait une radio et puis aujourd'hui ils ont d'ailleurs fait une chaîne YouTube qui s'appelle FMR TV. Je vous conseille de vous abonner, d'aller regarder, c'est absolument génial ce qu'ils et elles font. La dernière vidéo qu'ils ont publiée, c'était sur la thématique de la résilience et j'ai trouvé cette vidéo super. Et donc pour les 60 ans du GREA, on leur a demandé si elle et il étaient d'accord de nous faire une vidéo pour nos 60 ans. Et donc pour clôturer cette journée, on vous propose de visualiser cette vidéo. Chers téléspectateurs, FMR TV vous présente ses actualités pour 1964. Les parents Godrèche ont eu le plaisir de voir leur famille s'étendre avec la naissance de leur fille Judith. La mère et l'enfant se portent bien. Mao Tse-tung publie ses écrits dans le Petit Livre Rouge. Les Beatles marquent les esprits de leur passage au célèbre Ed Sullivan Show. Visite officielle du pape Jean-Paul VI au Moyen-Orient alors que le premier sommet de la Ligue arabe se déroulait au Caire en Égypte. Création en Suisse du GREA, le groupement roman d'études des addictions. Nous leur souhaitons bon courage dans la difficile tâche qui sera la leur. Et quand un citoyen vient me dire que plus de la moitié de sa fortune et que peut-être presque tout son salaire passe dans l'alcool, je prends mon petit bon sens, pas mon gros, et je me dis, mais et vos enfants, et votre femme, et votre avenir? Ben moi j'ai bu des citernes de vin. Vous comprenez? Parce que j'ai fait 2 guerres, et j'ai bien bu dans les 2 guerres. Et entre les 2 guerres, j'ai bien bu aussi. Oui, un petit peu, oui. J'ai habitué à mon mari à en prendre parce qu'il buvait que de l'eau, mais enfin, je trouvais que pour un repas, c'était quand même pas suffisant. Pour mon âge, oui, j'en bois une assez grande quantité. Et est-ce que vous pensez que... 1 litre par jour. Voilà, je suis avec... Lionel. Salut Lionel, alors merci de répondre à nos quelques questions. Première question, est-ce que tu connais le GREA? Je suis curieux de savoir ce que vous avez à m'apprendre. Non. Bonjour. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du GREA? Non. Est-ce que tu connais le GREA? Non. La police est là et elle a commencé à mener son enquête. Attends-moi, je rentre tout de suite. Bonjour, comment allez-vous? Ah, ça va bien.
On avait une petite question à vous poser du coup. Est-ce que vous connaissez le GREA? Alors, pas du tout. Est-ce que tu connais le GREA? Merci à vous et bonne chance. C'est gentil. Tu m'apprends quoi. Ok, tu n'as jamais entendu parler d'eux quoi. Alors bonjour monsieur, est-ce que vous voulez bien vous présenter s'il vous plaît? Je m'appelle Thibaut Terretta, je suis chef de projet à relier, structure de la Fondation Le Relais, ici à Lausanne. Aujourd'hui, on est dans le cadre d'une enquête. On est un peu à la recherche de gens qui connaîtraient le GREA. Oui. Est-ce que ce nom vous parle? Oui. Il va venir avec un enregistrement de cette voix. Le GREA est une association de professionnels ou pour les professionnels du domaine des addictions qui fait plein de choses différentes, notamment qui soutient les professionnels à travers différentes prestations, notamment de la formation. Le GREA est aussi impliqué dans des prises de position par rapport aux addictions et aux enjeux qui sont liés aux addictions, notamment maintenant aussi beaucoup avec les questions de consommation dans les espaces publics. Est-ce que vous auriez une idée du pourquoi les personnes concernées, donc les consommateurs que l'on a pu croiser par exemple, n'ont aucune connaissance de leur existence? C'est une très bonne question à laquelle il est peut-être difficile de répondre, mais j'ai l'impression que le GREA peut toucher les personnes concernées par forme de ruissellement parce qu'elle permet d'accompagner les professionnels à travers différents types de prestations, notamment des plateformes qui vont répondre à des thématiques importantes pour les professionnels qui accompagnent des personnes. Savoir aussi qu'il y a une plateforme pour les personnes consommatrices aussi, une plateforme usagée. Ce n'est qu'en 1956, en effet, que le ministère de l'Éducation nationale va adopter une circulaire interdisant de servir toute boisson alcoolisée dans les écoles aux enfants de moins de 14 ans. Et il faudra attendre 1981 pour voir cette interdiction être élargie au lycée. On croit rêver. Le groupement romand d'études des addictions. Donc, est-ce que d'après le titre, enfin d'après ça, qu'est-ce que tu en déduis? Comment tu imagines le truc un peu? En fait, moi, je viens pas du canton de Vaud, je viens du Valais et on n'a absolument pas ça. D'accord. Est-ce que vous avez l'équivalent? Rien. Rien du tout? La LVT peut-être? Un problème d'addiction, le seul moyen, c'est soit tu vas à l'hôpital, soit tu finis aux urgences et après on te met la LVT. Ah d'accord, tout à la fin. Et est-ce que vous avez déjà eu affaire à des associations de prévention, ce genre de choses? Non. Alors les structures, oui. Alors écoute, encore il n'y a pas plus loin qu'il y a 2 jours, je suis allé pour la première fois voir dans le nouveau lieu d'injection de Lausanne. C'était ma première expérience, c'était assez fou. Enfin, c'est fou. Ça se gueulait devant, c'était un peu le bordel. Je suis rentré, j'ai pris un peu la température, j'ai préféré aller en forêt, faire ce que j'avais à faire discrètement, où personne ne voit, remettre tout ça dans mon sac à dos et puis voilà. Ça n'existe pas là-bas, par exemple, comme le passage, comme le distribus qu'il y avait avant et tout ça. Ça n'existe pas là-bas. D'accord, très bien. Donc il n'y a pas non plus de local de consommation? Aucun. Aucun. Si tout d'un coup on te chope avec un matos, tu vas direct en prison. Il n'y a pas comme ici où on te donne un local, on te dit vas-y, c'est bon, pas de souci, tu peux le faire. On n'a pas ça. Est-ce que tu sais qu'il y a des espaces de consommation sécurisés, par exemple? Est-ce que tu es au courant de ça? J'ai pas trop suivi l'actualité par rapport aux politiques. Enfin voilà. Comme le bâtiment là qu'ils ont fait là, ça devrait être ouvert toute la journée quoi. Je sais pas quoi. C'est pour ça sert à rien d'aller au compte-gouttes quoi. Ouais, après il y a le passage, tu vois, qui est quand même ouvert. Oui, il y a le passage, mais bon, voilà, c'est comme quand on dit à ces gens-là, ouais, bon, on va vous mettre là, quoi. La réponse, ah non, là-bas, il n'y a pas de bière, là-bas, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, quoi. Au passage, c'est bien joli. Quand tu as faim, bien sûr, tu vas là-bas, mais la plupart des gens, c'est... Mais non, le passage, de toute façon, je n'ai pas à critiquer, c'est génial, ça se passe super bien, quoi. Mais... Est-ce que toi-même, tu as souffert ou tu souffres actuellement de différents types d'addictions? Ouais. Si j'en souffre
pas plus que depuis que je suis en médication, mais oui. D'accord, très bien. Tu veux dire que c'est pire en médication que ça l'était avant? Non, c'est pas pire, c'est que les médications, c'est pas à court terme. Du coup, c'est bien joli de commencer, mais après, il faut arriver à arrêter. Est-ce que toi, tu as un avis sur le sujet, la thématique, en sachant que les addictions, c'est quand même un thème assez large? Bon, après, mon avis par rapport aux addictions, c'est simplement que ça peut toucher beaucoup de personnes et puis de tout niveau. Alors après, j'ai pas d'avis spécialement tranché par rapport aux addictions et peu de connaissances à ce niveau-là. Est-ce que toi-même, tu as souffert ou tu souffres de différents types d'addictions? Oui. Très bien. Est-ce que je peux te demander lesquelles? Étonnamment, plus finalement la pharmaceutique, les trucs pharmaceutiques. D'accord. Plutôt que de prendre des cochonneries, cocaïne, héroïne de rue, vu que maintenant c'est vraiment de la mauvaise qualité, je me suis malheureusement habitué aux produits pharmaceutiques. D'accord, très bien. Est-ce que, à ton avis, c'est pire, c'est mieux, c'est pareil? C'est plus sûr parce que si on prend une gélule de 200, c'est qu'il y a 200. Est-ce que vous avez déjà consommé des produits dans votre vie ou connu des gens qui ont consommé? Ouais, j'ai fait qu'une fois, hein, dans une partie, voilà, mais oui, j'ai connu quelqu'un. Je crois que ça rend malade. Il n'y a pas le feu au lac, on a le temps de voir tout ça. Puis pour l'avenir, est-ce que vous auriez une idée de ce qui pourrait être fait pour encore un peu plus améliorer les choses? Il faut encore un petit peu de travail, quoi. Il faut encore du travail. Et beaucoup parler avec les gens qui sont concernés, surtout, quoi. Parce que c'est pas les gens politiques qui ont toutes les réponses. Ils savent même rien du tout, quoi. Pour eux, c'est un drogué, mais un drogué, quoi. Moi, il y a 30 ans, j'étais là-dedans. Je m'en suis sorti, j'ai un appartement et tout ça, quoi. Mais au bout d'un moment, toi-même, bon, moi, j'étais pas à leur niveau, hein. Moi, je prenais pas de médicaments et tout ça, quoi. Au bout d'un moment, sans te rendre compte, t'en as marre, t'en peux plus te droguer. Mais le problème, c'est le manque. Donc, automatiquement, tu cherches tout ce qui peut te couper le manque. Et puis là, de nos jours, moi c'est comme moi je dis, j'appelle ça une pharmacie, quoi. Hein, parce que tu as des médicaments partout, quoi. Maintenant, c'est le gros problème, c'est plus extrêmement l'héroïne ni la cocaïne. Bon, la cocaïne, bien sûr, il y en a partout, mais c'est pas le plus gros des problèmes, quoi. Le gros des problèmes, c'est tout ce qui est médicaments. Moi, j'ai eu beaucoup d'amis qui sont malheureusement décédés. C'est d'overdose de médicaments. Ce qu'il faudrait peut-être améliorer, c'est encore une meilleure connaissance de la population par rapport aux différents enjeux liés aux consommations. Le GREA s'y attelle beaucoup d'ailleurs. Ce que le GREA fait régulièrement depuis plusieurs années, c'est aussi des prises de position par rapport à pas mal de sujets en lien avec les addictions. Alors ce qu'on connaît beaucoup, ce qu'on voit le plus, c'est les consommations visibles dans l'espace public, mais le GREA est aussi très actif pour d'autres types de consommation, de problématiques addictives, notamment aussi avec les jeux de hasard et d'argent. Libérer un peu plus la consommation, parce que je pense que les gens, elles se prennent parce que c'est interdit. Et parfois, on prend les choses qui sont interdites, on a envie de le prendre. Et voilà, si c'était pas trop fermé, la consommation, peut-être, il n'y avait pas trop de gens qui se mettaient dans la drogue. Bon, le vin, je ne dis pas parce qu'il y a tout le monde qui boit et ça, c'est une addiction comme une maladie. Hein. Pendant la guerre 14-18, on m'a appris à beaucoup boire de vin. Du reste, c'est ce qui a gagné la guerre. Est-ce que tu aurais peut-être un mot de la fin? Que ça fait longtemps que j'étais pas venu à Ouchy et très honnêtement, c'est assez sympa. Est-ce que tu aurais un petit mot pour la fin, sachant que c'est bientôt leur anniversaire? Si j'ai bien suivi, c'est 60 ans. Donc 60 ans d'engagement, d'investissement auprès des professionnels, mais aussi et surtout des personnes concernées. Donc un joyeux anniversaire. 60 ans, c'est pas encore l'âge de la retraite. Alors j'espère qu'ils pourront encore travailler de nombreuses années, même au-delà de 65 ans, parce que leur travail est nécessaire pour les professionnels et aussi pour les personnes concernées.
Ben, il n'y a plus de fret, quoi. Il n'y a plus de potes. C'est chacun pour sa gueule. Pardon, mais c'est vrai. Et puis, c'est brutal, quoi. C'est agressif. Il n'y a aucune structure qui permet à quelqu'un qui a touché le fond d'essayer de remonter un peu si tu n'as pas un financement derrière. Mais pour avoir le financement derrière, il faut avoir une adresse. Pour avoir une adresse, il faut un revenu. Mais pour avoir le revenu du social, il faut une adresse. D'accord, c'est le serpent qui se mord la queue. Ouais, d'accord. Eh ben, je te remercie bien pour toutes ces informations et bonne suite à toi. Eh bien voilà, Lou, qu'est-ce que tu peux retirer de ces interviews? Eh bien que comme notre enquête nous avait suggéré que les gens ne connaissaient pas vraiment bien le GREA. Voilà, alors tout à fait, pour les personnes qu'on a pu interviewer, effectivement, s'ils ne connaissent pas l'acronyme du GREA, ils connaissent en revanche différents programmes qui ont été mis en avant par le GREA, comme par exemple... Des espaces de consommation sécurisés. Oui, la plateforme usagée du GREA. Exactement. Il y avait le Recovery College aussi. Voilà, qu'on a fait toi et moi aussi. Donc, oui. Pour ceux qui ne savent pas, Recovery College, ça consiste à former des professionnels et des pairs pour faire suivre des formations sur des sujets ciblés. Voilà, tout à fait. Des cours qui sont donc conçus avec, entre un professionnel et un père aidant. Voilà. Des cours très intéressants. Parce que ça met en avant la nécessité de demander aux personnes concernées leur expertise. Et puis, nous-mêmes, on a l'occasion de travailler avec eux et on a eu l'occasion d'être soutenus par le GREA. Donc, on les remercie encore beaucoup pour ça. Merci bien. Merci. À plus. Bye. Merci à l'équipe de FMR TV pour leur engagement militant et puis pour nous inviter à jamais nous reposer sur nos lauriers, à nous inviter à nous dépasser encore plus pour nous remettre en question et avancer. Du coup, on arrive à la fin du programme de cette journée. Tu peux faire le petite synthèse ? Romain va vous faire une toute petite synthèse de la journée et puis ensuite, déjà juste vous remercier d'avoir participé à cette journée. Un grand merci aussi à l'Office fédéral de la santé publique et puis au canton de la Suisse romande pour leur soutien pour l'organisation de cette journée et puis nos activités de manière générale. Et puis, ces journées ont effectivement été filmées. On a aussi eu la chance de pouvoir prendre toutes les personnes qui sont intervenues pour faire des capsules vidéo. Donc, vous retrouverez le contenu de cette journée, mais aussi du sommet d'hier sur notre site internet. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter du GREA qui vous permet d'avoir régulièrement ce genre de contenu qu'on peut publier et puis de vous tenir informé de l'actualité et aussi de devenir membre du GREA, bien sûr, si vous ne l'êtes pas encore. Et j'en profite pour faire un remerciement spécial à Caro qui a assuré le suivi en dessin avec impertinence pendant tout le long de la journée.